Bienvenue sur Canal 7, amis de cette faune et flore. Pour ce premier numéro du mois de mai, nous restons dans la forêt et ses richesses, ses essences tant abondantes que recherchées. Parmi elles, il y a le sapin, l'un des plus grands arbres européens avec 60 mètres de hauteur à l'âge adulte. Il appartient à la grande famille des pinacées. Les sapins sont des arbres conifères originaires des régions tempérées de l'hémisphère nord. Ils atteignent 2 mètres de diamètre à l'âge adulte et la cime atteint 40 à plus de 50 mètres. C'est un arbre étroitement associé à une soif de vivre, selon Anatole France, et toujours vert en été comme en hiver. On lui accorde généralement des vertus régénératrices comme bon nombre d'arbres de chez nous en Afrique, raison peut-être pour laquelle il est en outre estampillé arbre de Noël. Mais ça, c'est une autre histoire. Et revenons à cette faune et flore et à la question de la semaine. De quel arbre parle-t-on dans ce documentaire que vous allez suivre? Vous avez le choix entre 3 réponses. La réponse A, l'avocatier, la réponse B, le manguier et la réponse C, le sapin. Allez, je vous donne un indice. C'est un arbre au feuillage toujours vert en été comme en hiver et qu'on appelle également arbre de Noël. Envoyez vos réponses précédées du code 7F au numéro 8877. Peut-être auriez-vous la chance de remporter un ordinateur portable lors du tirage au sort de la fin de ce mois de mai. Alors soyez attentifs et je vous dis à tout de suite. L'air printanier est chargé de senteurs et d'insectes affairés. Les tendres pâturages, enfin débarrassés des neiges hivernales, frémissent au moindre vent. Environnantes, les montagnes s'érigent en sommets escarpés. Bien droits et élancés, la tête pointée vers le ciel, des arbres que l'on dirait prêts à l'envol déploient avec élégance de longs bras souples. Ils dominent le paysage, s'enfonçant dans les vallons ou s'accrochant aux pentes que les autres espèces ont désertées. Voici le sapin, un arbre à nul autre pareil. Son tronc est droit, puissant, s'épaississant jusqu'à 2 mètres de diamètre. Il est légèrement conique à la base, puis cylindrique. Son écorce lisse, gris argenté, devient rugueuse et crevassée à mesure que l'arbre vieillit et que la pousse terminale ralentit. Toujours vert, en été comme en hiver, rien hormis la maladie et la mort ne fera perdre leur parure à ces grands arbres dont la cime atteint 40 à 50 mètres. Mesurant parfois plus de 60 mètres de hauteur, le sapin est le plus grand des arbres européens. Les jeunes rameaux sont d'un gris virant au brun chargé de bourgeons. Leurs feuilles adultes vivent entre 6 et 11 ans. Elles sont si minces et fines qu'elles ont la forme de véritables aiguilles plates, mais non piquantes. Elles sont d'un vert foncé brillant sur la face supérieure et striées de 2 bandes longitudinales et blanches sur la face inférieure. Ce sont des orifices de respiration, les stomates, alignés et recouverts de cire blanche. Ces feuilles implantées directement sur le rameau et longues de 1 à 3 cm rayonnent autour des branches. Le plus souvent, les aiguilles sont disposées une à une de part et d'autre du rameau, lui donnant l'aspect d'un peigne. Le sapin pectiné, dit aussi sapin blanc, sapin argenté ou sapin des Vosges, fait partie de la famille des abies. Il est la seule espèce indigène en Europe occidentale parmi la cinquantaine qui vit dans la zone tempérée de l'hémisphère nord.
il s'avère difficile de distinguer les sapins entre eux et même de savoir si l'on parle de sapin, d'épicéa ou de mélèze, tant la dénomination sapin est devenue floue avec la généralisation du sapin de Noël et les nécessités de reboisement rapide. En effet, pour répondre aux besoins de ces deux marchés, des essences originaires de bien des endroits du monde sont aujourd'hui cultivées dans nos contrées. Le choix est multiple, car chez les conifères, la grande famille d'épinacées se décline en 200 à 250 genres, dont celui des abiès, les sapins, compte à lui seul une soixantaine d'espèces. Ainsi très proche du pectiné, le sapin de Normanne, ou sapin du Caucase, a été introduit dans les parcs et les forêts de France, car il supporte une certaine sécheresse en été. Le sapin géant ou sapin de Vancouver, quant à lui beaucoup plus grand et amateur d'humidité, est utilisé en sylviculture pour le reboisement des régions océaniques. Il est très facile de confondre sapin et épicéa. Ils se distinguent par le port de leurs cônes, bien dressés sur les rameaux chez les sapins, mais pendants chez les épicéas. De même, leurs épines les différencient. Elles sont non piquantes et grises sous le dessous pour le sapin, pointues et de couleur unie chez l'épicéa. Intimement lié à nos montagnes, au froid et aux versants ombragés, le sapin est étroitement associé à une soif de vivre, en lui profondément ancrée, ainsi chantée par Anatole France. Ils vivent, dans la brume et la neige et le givre, sous l'assaut coutumier des orageux hivers. Leurs veines sourdement animent leurs bras verts et suscitent en eux cette gloire de vivre, dont le charme puissant exalte l'univers. C'est à l'heure où les autres arbres et la végétation environnante semblent figés par le gel et le froid que les abiès apparaissent dans toute leur splendeur, se jouant des rigueurs de l'hiver. À quelques exceptions près, les sapins supportent l'ombre, détestent la sécheresse, préférant donc la montagne pluvieuse. Le pectiné se cantonne ainsi entre 600 et 1700 mètres d'altitude. On le retrouve en Europe centrale et méridionale, en forêt noire, dans les Apennins et les Rhodopes, dans les Tatras, les Carpates et dans les Alpes dinariques. En France, il est l'hôte des forêts du Perche en Normandie, des Vosges et du Jura, des Alpes, du Massif central et des Pyrénées. Pectinés et épicéas mêlés couvrent des pans entiers de relief montagnard. À lui seul, le sapin blanc représente 4% de la forêt française.
Les sapins sont sobres, peu exigeants, s'accommodant de sols pauvres, plus ou moins calcaires selon l'espèce, et bien drainés, pourvu qu'ils soient épais, pour satisfaire à un imposant système racinaire. Si ces conditions sont réunies, le sapin peut vivre 200, 300, voire 500 ans. Les sapins sont rustiques et peu évolués comme tous les conifères. Ce sont des gymnospermes, les plus anciens des arbres, apparus pendant l'ère primaire, à une période où les fougères étaient reines. Dans ce groupe primitif, la sexualité repose sur des ovules nus, qui ne sont pas enfermés dans un fruit, mais sont simplement protégés par des écailles. Les gymnospermes constituaient à l'ère secondaire la végétation dominante. Puis, ils ont amorcé une lente régression au sens de l'évolution avec l'expansion depuis le tertiaire des angiospermes, dont la graine est enveloppée dans un fruit comme le gland pour le chêne. Ceux-ci représentent actuellement environ 80% des 250 000 espèces décrites, alors qu'il ne subsiste que 700 espèces environ de gymnospermes, dont celles des conifères. Les abiès, dans leur grande majorité, sont monoïques. Aussi, fleurs mâles et femelles sont-elles réunies sur le même pied, portées par les rameaux des années précédentes. La floraison a lieu d'avril à mai. C'est le vent et non les insectes qui assurent la pollinisation. Un système peu performant qui nécessite une énorme quantité de pollen pour assurer une fécondation correcte des ovules. Une fois le processus de fécondation enclenché, il ralentit. Ce n'est que l'année suivante, voire 2 ans plus tard, que la germinisation interviendra. Entre-temps, les fleurs femelles ont mûri en cônes résineux, constitués d'écailles ligneuses disposées en spirale, chacune portant 2 graines. Quand vient l'automne, les écailles s'ouvrent et libèrent des graines à même le sol. C'est donc par semis que les sapins se multiplient. Mais leur tempérament fragile et leur lente croissance au cours des 10 premières années les rendent considérablement vulnérables aux parasites. Lorsque le soleil estival l'accable, c'est sous les sapins que la timide marmotte trouve refuge. Ce petit mammifère trapu vit en altitude à la limite supérieure entre conifères et rochers. L'automne venu, elle se servira des aiguilles pour tapisser le fond de son terrier où elle hibernera pendant les longs mois d'hiver.
De tout temps, les loups ont trouvé refuge dans les grandes forêts de conifères. Ils étaient jadis très répandus dans tout l'hémisphère nord, mais leur population a été décimée par la chasse d'une part, mais également suite à l'occupation de leur habitat par l'homme. Les loups qui furent exterminés en France dans la seconde moitié du XIXe siècle ont fait leur retour après avoir franchi les montagnes italiennes. Aujourd'hui, les vastes forêts allemandes, espagnoles et françaises sont redevenues leur lieu de vie. Le sapin possède une très forte symbolique, celle de la Renaissance. Bien avant l'existence des chrétiens, le 21 décembre, jour du solstice d'hiver, était célébré le renouveau de la nature avec la renaissance du soleil. Certaines tribus germaniques lui sacrifiaient des animaux et les accrochaient aux branches des arbres. C'était 2000 ans avant la naissance du Christ. Plus tard, en Scandinavie, tandis que les rois vikings faisaient des sacrifices en des lieux sacrés, les pauvres accrochaient des pommes, des pâtisseries et autres offrandes dans les sapins. Ce n'est qu'en l'an 354 que l'Église instaura le 25 décembre pour célébrer la naissance du Christ et rivaliser ainsi avec la fête païenne. La tradition du sapin de Noël est plus récente. La légende dit que saint Boniface essaya au milieu du 8e siècle d'introduire l'idée de la Trinité chez les tribus païennes des Pays-Bas en se servant de conifères et de leur apparence triangulaire. Au Moyen-Âge, les mystères de Noël, célébrant la naissance de Jésus-Christ, étaient joués sur les parvis des églises près d'un arbre décoré, symbole de la vie qui renaît. C'est, semble-t-il, à Sélestat, petite ville d'Alsace, que naquit en 1521 le premier sapin de Noël. Au XVIIe siècle, les sapins s'illuminent de coquilles de noix remplies d'huile ou de chandelles souples nouées autour des branches. Il faudra attendre après la guerre de 1870 pour que la tradition de l'arbre de Noël soit diffusée dans tout le pays par les immigrés d'Alsace-Lorraine. Pour le Vatican, le sapin est désormais intimement lié à l'esprit de fête et de religion qui imprègne le jour de Noël. Le sapin a de tout temps, et ce de la tête aux racines, apporté une large contribution au bien-être de l'homme. Des pays comme la Suède en ont fait leur principale ressource économique. La forêt recouvre plus de 50% du territoire suédois et sa prospérité, ce royaume scandinave, la doit beaucoup à ses vastes étendues de conifères et aux ancêtres pionniers qui se sont enfoncés dans les terres pour travailler le bois. 4e exportateur mondial de papier, 3e de pâte à papier et 2e pour le sciage des conifères, la Suède est à la pointe des méthodes d'exploitation forestière, le pays référence en la matière. Depuis les années 50, l'exploitation forestière a évolué. Aujourd'hui, les méthodes de coupe, de transformation et de distribution répondent à des normes modernes. Les engins motorisés ont fait des forêts leur royaume et l'activité des hommes qui y travaillent s'en est trouvée bouleversée. Pourtant, le progrès technologique a ses limites et certains travaux sont encore exercés à l'ancienne, suivant des méthodes traditionnelles remontant en des temps ancestraux. Le débardage, c'est-à-dire le transport du bois en forêt, de son lieu de coupe jusqu'à son point de chargement, peut se faire encore de nos jours à l'aide de chevaux. Bien menés, les chevaux provoquent beaucoup moins de dégâts que les transports mécaniques.
mât de sapin est clair et fortement marqué de cernes d'accroissement. Il est léger, peu nerveux, élastique et tendre. Assez résistant, il se scie facilement, s'usine, se colle et se peint bien. Ses utilisations sont aussi multiples que variées. Excellent bois de menuiserie, il est utilisé en construction pour les charpentes, les coffrages, les parquets, mais aussi dans la fabrication d'emballages et de jouets, ainsi qu'en papeterie. Les meilleurs sont employés avec l'épicéa dans la construction aéronautique de planeurs. D'autres, très droits, deviennent mâts de bateau. Enfin, certains bois de vieux sapins et d'épicéa ayant eu une croissance lente sont utilisés pour la fabrication des fonds de violon et des bois de résonance pour les pianos. Une odeur suffit à transporter l'esprit loin des plaines, près des sommets enneigés, des chalets en bois et des froids piquants, la résine. Mélange d'hydrocarbures et de colophane, elle est plus abondante sous l'écorce des jeunes pousses et recouvre les cônes. Elle sert à cicatriser l'arbre lorsqu'il est blessé et s'oppose à la progression des insectes ravageurs. Elle est réputée pour la fabrication des pommades cicatrisantes. La résine de sapin est toujours utilisée en optique, sous la forme de baume du Canada, pour coller les lentilles. Quant à la colophane, réduite en poudre aux propriétés antidérapantes, elle sert encore aux grimpeurs pour assurer leur prise. Enfin, la résine contient d'autres composés chimiques à usage thérapeutique, des camphènes, pinènes et autres terpènes aux propriétés antiseptiques des organes respiratoires. Le sapin donne lieu à d'autres utilisations encore. Ainsi, l'essence extraite des aiguilles et des rameaux, à l'odeur subtile de forêt et de résineux, entre dans la composition de nombreux parfums. Le sapin marque de sa silhouette le paysage de nos montagnes. Son allure et sa forme évoquent la nature grave et sérieuse. Sa ligne élancée et sa couleur sombre affirment sa droiture et sa rigueur. Malgré son apparente austérité, le sapin est symbole de vie et de renaissance. Depuis la nuit des temps, l'homme vit à ses côtés et l'utilise au quotidien. Il appartient à chacun de le protéger. Chaque année, près de 5 millions d'abiès se vendent en France. Des épicéas à la croissance rapide et des normannes, plus chères mais plus tenaces à la chaleur des cheminées. Le sapin pectiné, cet indigène d'Europe, se trouve ainsi très concurrencé. De même, en matière de reboisement, il a été longtemps critiqué pour la lenteur de sa croissance et sa fragilité. Mais le pectiné possède bien des atouts et les sylviculteurs sont amenés à le réhabiliter pour préserver la biodiversité des espaces forestiers, les écosystèmes qui lui sont liés et qui en font l'incomparable richesse. Formidable histoire que celle de cet arbre au feuillage toujours vert en été comme en hiver, emblématique et populaire pendant la période de Noël. Alors, encore une fois de plus, de quel arbre s'agit-il? L'avocatier, le manguier ou le sapin? Participez en envoyant votre réponse précédée du code 7F au numéro 8877 et vous remporterez peut-être un joli ordinateur portable lors du tirage au sort de cette fin du mois de mai. Alors faites vos jeux et je vous laisse donc à vos téléphones et
vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. À bientôt sur Canal 7, la chaîne panafricaine.